Les rumeurs avaient commencé à circuler il y a plusieurs semaines, d'abord distraitement dans les cercles spécialisés, puis plus ouvertement sur les réseaux sociaux. Les premières vidéos montraient des éclairs à l'horizon, des silhouettes d'appareils à peine visibles dans la nuit, et des marins turcs commentant avec calme une scène qu'ils semblaient à peine croire eux-mêmes. Ce soir-là, la mer Noire n'était plus tranquille. Au large de Novorossiysk, dans un port pourtant réputé pour sa sécurité et son importance stratégique, quelque chose d'inhabituel se produisait. Les témoins parlaient de drones volant à très basse altitude, de frappes rapides, de détonations nettes, suivies de colonnes de fumée montant lentement au-dessus des installations pétrolières. Au début, tout cela paraissait n'être qu'un incident isolé, une attaque ponctuelle sur des infrastructures industrielles. Mais très vite, l'ampleur de la situation est apparue. Les témoignages concordaient. Les engins volaient avec une précision surprenante, semblant connaître parfaitement la topographie du port. Les systèmes de défense russes s'activaient, mais tiraient souvent dans des directions qui ne correspondaient pas à la trajectoire réelle des drones. Les marins observaient, incrédules, cette scène irréelle où la plus grande flotte de la mer Noire semblait paralysée, incapable de réagir efficacement. Ce qui frappait le plus, ce n'était pas seulement la violence des explosions, mais la sérénité avec laquelle les témoins décrivaient la scène. Personne ne semblait paniquer. C'était comme si, après des mois de guerre, la peur avait cédé la place à une étrange lucidité. Les explosions se succédaient, les flammes gagnaient du terrain sur les docks, mais les voix restaient calmes, presque documentaires. L'onde de choc n'était pas seulement physique, elle était psychologique. Les analystes ont vite compris que quelque chose de plus profond se jouait. Ce n'était pas une simple frappe, c'était la démonstration d'une méthode, une séquence coordonnée, pensée, exécutée avec une rigueur que peu auraient imaginé possible dans une zone aussi surveillée. Ce soir-là, le port de Novorossiysk, l'un des symboles de la puissance logistique russe, devenait le théâtre d'un basculement stratégique. La mer Noire cessait d'être un espace sûr. Elle devenait un champ d'expérimentation, un lieu où la technologie et la tactique se mêlaient pour redessiner la guerre moderne. Pour comprendre cette transformation, il faut revenir à ces premières images diffusées depuis un navire marchand turc. On y voit des drones frôlant la surface de l'eau, montant brièvement pour ajuster leur angle, puis piquant sur leur cible avec une précision chirurgicale. Quelques secondes plus tard, la lumière des incendies éclaire la coque des navires stationnés. Au loin, des tirs de défense antiaérienne tentent désespérément de les intercepter, mais la plupart des projectiles se perdent dans le vide. Ce qui s'est passé cette nuit-là ne se mesure pas seulement en infrastructures détruites, mais en perceptions perdues. L'idée d'une mer Noire contrôlée par Moscou venait de vaciller. Les jours suivants, les assurances maritimes ont commencé à revoir leurs tarifs, les armateurs ont annulé leurs rotations, et les routes commerciales ont commencé à se détourner. L'effet d'un seul événement se propageait comme une onde invisible. Les observateurs sur place décrivaient un sentiment d'étrangeté. La flotte restait immobile, ancrée dans le port, comme figée par la crainte d'un danger venu de nulle part. Les drapeaux claquaient dans le vent, mais aucune manœuvre de sortie n'était ordonnée. Dans les bases environnantes, les équipages attendaient, incertains de ce qu'ils devaient craindre le plus, l'ennemi qu'ils ne voyaient pas, ou la révélation qu'ils ne dominaient plus leur propre espace maritime. C'est ainsi que débute cette histoire. Une nuit, des drones, un port et un silence chargé de signification. Ce n'était pas encore une défaite militaire, mais déjà une défaite symbolique. Car quand la peur change de camp, c'est souvent le début d'un renversement plus vaste. Abonnez-vous pour suivre cette enquête, car ce que nous allons dévoiler ensuite dépasse largement le cadre d'un simple affrontement. Ce n'est pas seulement une bataille navale, c'est la redéfinition d'un équilibre qui semblait immuable. Et tout a commencé cette nuit-là, au large de la côte russe. Les jours qui ont suivi cette nuit à Novorossiysk ont profondément bouleversé l'équilibre de la région. Peu à peu, les informations ont émergé, d'abord fragmentées, puis de plus en plus cohérentes. Ce que beaucoup prenaient pour un simple incident isolé s'est révélé être une campagne planifiée, méticuleusement organisée, visant à affaiblir la capacité logistique et économique de la Russie en mer Noire. Des sources ukrainiennes, mais aussi occidentales, ont confirmé que derrière ces frappes se cachait une stratégie à long terme, un plan de pression graduel destiné à rendre chaque port, chaque terminal, chaque navire vulnérable.
Les premiers indices remontent à plusieurs semaines avant l'attaque. Des mouvements inhabituels avaient été observés dans la région d'Odessa et dans plusieurs bases côtières ukrainiennes. De nouveaux types de drones, plus rapides, plus discrets, avaient été testés dans le sud du pays. Certains modèles, selon les analystes, auraient une portée de plus de 800 km, capables de frapper des cibles situées bien au-delà des zones frontalières traditionnelles. Ces engins, combinés à des missiles de croisière améliorés de type Neptune, formaient une architecture d'attaque intégrée. Ce n'était pas une opération improvisée, mais un scénario calculé, mis en œuvre étape par étape. Les images satellites ont montré l'étendue des dégâts à Novorossiysk. Les flammes avaient ravagé plusieurs réservoirs de carburant, détruit une partie des oléoducs de chargement et paralysé les terminaux de transbordement de brut. Les autorités locales ont tenté de minimiser l'ampleur de la situation, évoquant des incendies maîtrisés, mais les faits étaient visibles. Des colonnes de fumée s'élevaient au-dessus de la côte et les navires marchands attendaient au large, incapables de rejoindre le port. Le choc économique a été immédiat. En quelques jours, les exportations maritimes russes de pétrole brut ont chuté d'environ un tiers, provoquant une tension notable sur les marchés mondiaux. Ce qui rendait cette série d'attaques si déstabilisante, c'était la manière dont elle combinait précision technologique et timing psychologique. Chaque frappe semblait conçue pour produire un effet de panique, non seulement sur le plan militaire, mais aussi financier. À Istanbul, les compagnies d'assurance maritime ont suspendu temporairement leur couverture pour les navires opérant vers la mer Noire. À Londres, les courtiers parlaient déjà d'une crise comparable à celle du détroit d'Ormuz. Le corridor maritime reliant la Russie à ses clients du sud de l'Europe devenait soudainement une zone grise, où le risque ne se mesurait plus seulement en distance, mais en incertitude. Mais au-delà des chiffres et des cartes, un autre aspect frappait les observateurs, la réaction de la flotte russe. Pendant des décennies, cette flotte avait été présentée comme un pilier de la puissance navale du pays, symbole de contrôle et de sécurité. Pourtant, durant ces événements, elle resta presque immobile, enfermée dans ses ports. Les grands bâtiments, conçus pour affronter des adversaires en haute mer, se retrouvaient impuissants face à de petits appareils autonomes coûtant des centaines de fois moins cher. Les marins russes, selon plusieurs témoignages recueillis dans la région de Krasnodar, vivaient dans une tension permanente, redoutant de nouvelles attaques venues de la mer. À Moscou, le discours officiel oscillait entre déni et justification. Les chaînes publiques parlaient d'incidents sous contrôle, de drones interceptés avec succès, mais les images diffusées sur les réseaux sociaux racontaient une autre histoire. On y voyait des infrastructures brûlées, des navires endommagés, des équipes de secours travaillant dans un chaos silencieux. Les commentaires en ligne reflétaient la surprise et la frustration. Beaucoup s'interrogeaient comment un pays doté d'un des systèmes de défense antiaérienne les plus sophistiqués au monde pouvait-il être pris au dépourvu de cette façon. Pendant ce temps, à Kiev, les responsables militaires restaient discrets. Aucun triomphalisme, aucune déclaration spectaculaire. L'opération semblait parler d'elle-même. Elle montrait qu'une armée plus petite, en combinant innovation, mobilité et renseignements précis, pouvait frapper au cœur même d'un adversaire beaucoup plus puissant. Ce message allait bien au-delà de la mer Noire. Il résonnait comme une démonstration. La guerre moderne n'appartient plus seulement à ceux qui possèdent les plus grands navires ou les plus lourds missiles, mais à ceux qui savent utiliser la technologie pour transformer la géographie en opportunité. Ce nouvel équilibre n'était pas seulement militaire, il était aussi économique. Les ports russes du sud, comme Taman et Tuapse, ont commencé à réduire leurs opérations. Les compagnies étrangères, notamment turques et grecques, ont suspendu leur participation au transport du pétrole russe. Les primes d'assurance ont explosé, les coûts logistiques se sont multipliés. En quelques semaines, le volume de pétrole exporté par mer a chuté drastiquement, provoquant une perte estimée à plusieurs milliards de dollars. Les experts évoquent aujourd'hui une possible baisse annuelle de revenus pouvant dépasser les 25 milliards. Mais au cœur de cette crise, une réalité plus profonde émergeait, la vulnérabilité d'un système basé sur la peur et le contrôle. Pendant des années, la Russie avait misé sur la force de sa flotte pour imposer sa présence dans la région. Aujourd'hui, cette force semblait paralysée. Les navires n'osaient plus sortir en mer, les équipages restaient confinés, et chaque radar, chaque éclat lumineux au loin pouvait annoncer une nouvelle attaque. Cette tension permanente érodait non seulement la sécurité militaire, mais aussi la confiance politique. Dans les couloirs du Kremlin, selon plusieurs sources diplomatiques, les discussions se faisaient de plus en plus nerveuses. Fallait-il déplacer les opérations vers des ports plus éloignés, comme ceux d'Abkhazie?
Fallait-il renforcer les défenses côtières ou au contraire disperser les actifs pour éviter une cible unique? Aucune option ne semblait offrir de réelles garanties. Les systèmes de défense S-400, pourtant redoutés, se révélaient inefficaces contre des drones évoluant à quelques mètres au-dessus de l'eau. Les radars, conçus pour détecter des avions, se montraient aveugles face à ces engins minuscules. Ce qui se jouait en mer Noire dépassait désormais le cadre d'une simple confrontation. C'était une bataille de perception, une guerre d'usure psychologique, où chaque frappe, chaque vidéo, chaque image d'un navire immobilisé contribuait à fissurer une image de puissance. Le choc ne se mesurait plus seulement en destruction visible, mais en crédibilité perdue. Et dans cette nouvelle ère, la crédibilité vaut souvent plus cher que l'acier des navires. Abonnez-vous, car la suite de cette histoire montre jusqu'où cette transformation est allée, comment les répercussions se sont propagées bien au-delà des ports frappés, et pourquoi cette séquence pourrait marquer un tournant décisif dans la manière dont les guerres se mènent sur mer et sur terre. Les répercussions des attaques sur la mer Noire ne se sont pas limitées aux ports et aux infrastructures. Elles ont profondément transformé la perception internationale du conflit, redéfini les rapports de force et obligé de nombreux acteurs à revoir leur stratégie. Dans les capitales européennes, les chancelleries suivaient de près les images satellites et les rapports d'assurance maritime. À Bruxelles, les responsables de la Commission européenne évoquaient désormais la nécessité d'une réévaluation complète de la sécurité énergétique de la région. L'Union européenne, longtemps dépendante des routes maritimes passant par la mer Noire pour certaines de ses importations, voyait soudain s'effondrer la stabilité qu'elle considérait comme acquise. Les diplomates turcs, eux, se retrouvaient dans une position délicate. Ankara, qui contrôle le détroit du Bosphore et joue un rôle central dans la régulation du trafic maritime entre la mer Noire et la Méditerranée, observait avec inquiétude la montée des tensions. La Turquie ne pouvait ignorer ni les risques pour son commerce, ni les implications politiques d'une mer transformée en zone grise. Le gouvernement turc a tenté de maintenir un équilibre fragile, poursuivant son dialogue avec Moscou, tout en laissant passer certaines marchandises ukrainiennes par ses ports. Mais la réalité était implacable. La mer Noire, autrefois zone d'échange et de coopération, devenait une frontière mouvante, instable, où chaque navire était désormais un pari. Sur le plan militaire, les conséquences étaient tout aussi profondes. Privée de liberté de manœuvre, la flotte russe se voyait contrainte de redéployer une partie de ses unités vers des bases plus éloignées, comme celle de Sébastopol ou de Novo-Zerno, en Crimée, malgré les risques. Plusieurs navires ont été déplacés vers des ports d'Abkhazie, mais ces infrastructures, moins équipées et plus exposées, ne pouvaient garantir la même sécurité logistique. Ce déplacement, pourtant présenté comme une mesure stratégique, révélait surtout la perte d'assurance d'une armée qui, pendant des années, s'était crue intouchable dans ses eaux régionales. Les observateurs occidentaux parlaient déjà d'un tournant doctrinal. La guerre navale, dominée depuis des siècles par les cuirassés, les croiseurs et les sous-marins, venait d'entrer dans une nouvelle ère. Celle où des drones d'un coût dérisoire pouvaient neutraliser des flottes entières sans qu'un seul missile à longue portée ne soit tiré. Cette réalité forçait les états-majors du monde entier à revoir leurs priorités. À Washington, à Londres, à Paris, des analyses circulaient au sein des Marines nationales. L'avenir appartenait à la guerre distribuée, à l'autonomie, à la technologie agile plutôt qu'à la puissance brute. La mer Noire devenait ainsi un laboratoire à ciel ouvert, une vitrine des conflits du futur. Mais au-delà des aspects stratégiques, cette série d'attaques avait également un impact psychologique considérable à l'intérieur même de la Russie. Dans les régions côtières du Sud, les habitants de villes comme Novorossiysk, Anapa ou Tuapse vivaient désormais au rythme des sirènes d'alerte. Les écoles organisaient des exercices d'évacuation, les autorités locales multipliaient les consignes de sécurité. Les réseaux sociaux russes étaient remplis de vidéos montrant des colonnes de fumée au loin, des explosions dans la nuit, des habitants filmant les trajectoires des drones depuis leurs balcons. Ce qui autrefois semblait lointain devenait soudain tangible. La guerre, que beaucoup pensaient confinée aux zones du front terrestre, s'était invitée jusque sur les côtes de la mer Noire. Les économistes russes tentaient de rassurer la population en affirmant que les pertes seraient compensées par d'autres routes d'exportation. Mais les faits contredisaient ces discours. Les pipelines terrestres ne suffisaient pas à absorber la baisse du trafic maritime. Les contrats avec certains pays asiatiques étaient retardés
et les coûts d'assurance pour les cargaisons russes explosaient. Plusieurs compagnies indépendantes de transport maritime ont purement et simplement suspendu leurs opérations avec la Russie, invoquant un risque devenu impossible à couvrir. Chaque jour d'inactivité portuaire représentait des millions de dollars perdus. Chaque navire immobilisé symbolisait la fragilité d'une puissance économique mise sous pression. À Kiev, cette évolution était observée avec un mélange de prudence et de détermination. Les responsables ukrainiens savaient que ces opérations modifiaient profondément les équilibres régionaux. Ce n'était pas seulement une série de frappes, mais un message, un avertissement selon lequel aucune puissance, même la plus équipée, ne peut ignorer la créativité stratégique d'un adversaire déterminé. Les ingénieurs ukrainiens, souvent issus du secteur civil, travaillaient depuis des mois sur des drones maritimes et aériens capables de contourner les défenses classiques. Leurs prototypes, d'abord considérés comme expérimentaux, devenaient désormais des armes décisives. Leur approche reposait sur une idée simple mais révolutionnaire, transformer la mer en réseau. Chaque drone, chaque appareil, chaque opérateur faisait partie d'un système intégré où l'information circulait plus vite que la réaction ennemie. Cette vitesse, cette adaptabilité faisait la différence. Dans les quartiers généraux de l'armée ukrainienne, on parlait désormais de guerre fluide, un concept où la ligne de front n'existe plus vraiment, remplacée par des points d'impact mobiles et imprévisibles. Ce modèle, difficile à contrer, inspirait déjà d'autres nations. Les experts militaires européens voyaient dans ces développements une préfiguration des conflits à venir. Les doctrines navales, longtemps centrées sur la dissuasion et la projection de puissance, devaient désormais s'adapter à une réalité où la menace pouvait venir de n'importe où, à n'importe quel moment. Les chantiers navals, de Saint-Nazaire à Portsmouth, discutaient déjà de nouvelles générations de navires plus légers, mieux protégés électroniquement et capables de coopérer avec des essaims de drones autonomes. La transformation n'était plus une hypothèse, elle était en marche. Mais au milieu de cette mutation mondiale, la mer Noire restait l'épicentre. Chaque nouvelle attaque, chaque explosion près d'un port ou d'une raffinerie rappelait que cette région n'était plus un simple théâtre secondaire, mais le cœur d'une recomposition stratégique mondiale. Les assurances, les marchés, les armées, les diplomaties, tous avaient désormais les yeux tournés vers cette mer autrefois discrète. Et pourtant, au-delà des chiffres et des analyses, ce sont les images humaines qui marquent le plus. Des marins turcs observant calmement les frappes à l'horizon. Des pêcheurs roumains décrivant les nuits éclairées par les incendies au loin. Des habitants de Crimée filmant depuis leurs fenêtres des traînées lumineuses traversant le ciel. La guerre, désormais, n'a plus besoin de grandes batailles pour se faire sentir. Elle se manifeste par la peur du silence entre deux explosions, par le vacillement d'une lumière au-dessus de la mer, par le grondement lointain que chacun espère ne pas entendre de plus près. Ce qui s'est passé sur la mer Noire n'est pas seulement un épisode de plus dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est une rupture historique. La fin d'une ère où la puissance militaire se mesurait au tonnage des navires et à la taille des arsenaux. Aujourd'hui, ce sont les idées, l'agilité et la capacité à surprendre qui redéfinissent la guerre. Et cette révolution, commencée dans le fracas des drones au-dessus de Novorossiysk, continuera de remodeler les équilibres du monde bien au-delà des côtes de la mer Noire. Merci d'avoir suivi ce rapport. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses et des développements à venir, car cette histoire, loin d'être terminée, ne fait que commencer.